Bonjour à tous, nous sommes vendredi 10 avril. Donc ça y est, dernier cours avant les vacances. Youpi! Bon, donc analyse de texte aujourd'hui sur ce sonnet. Je vous propose donc Quand vous serez bien vieille de Pierre de Ronsard. Alors déjà, il n'y a pas de titre, hein. Quand on écrit Quand vous serez bien vieille, point de suspension, c'est que c'est le début du poème, c'est-à-dire en général la moitié du premier vers ou le premier vers complet, mais il n'y a pas de titre au poème, c'est normal. D'autre part, on va aller, faire un petit tour sur, Pierre de Ronsard. Alors, Pierre de Ronsard, c'est un poète quand même qui est extrêmement connu. Donc page 40 dans vos biblios collèges, vous avez toute une explication déjà sur, qui il est, que je vais vous, lire, rapidement. Donc déjà ses dates, hein, 1524-1585, donc le XVIe siècle. On vous dit que c'est un auteur majeur du XVIe, l'un des poètes de la Pléiade. Donc la Pléiade, c'est un groupe de poètes, hein, comme un groupe de rock, hein, ça se faisait déjà à l'époque. Et donc, il comprend notamment Joachim du Bellay, dont je vous ai mis d'autres poèmes dans le recueil. Donc il écrit des poèmes engagés ou lyriques, même des épopées. Il fait une espèce de remake, de l'Iliade qui s'appelle la Franciade en l'honneur de, François Ier. Donc voilà, il est capable aussi de faire des épopées. Il est, dans une famille, d'artistes aussi, hein. Son père écrivait déjà de la poésie, il était déjà proche des poètes et il faut savoir que la famille de Ronsard a fréquenté la famille royale et les différentes branches des familles royales, toute sa vie. Donc c'était quelqu'un de proche du pouvoir et de très bien vu. Néanmoins, il avait quand même du mal à vivre, de sa plume, hein, comme on dit. Donc c'est pour ça que après les sonnets lyriques qu'il aimait bien, il avait des commandes comme l'épopée, la Franciade. Et dans le sonnet qu'on étudie, il s'adresse à une certaine Hélène, vous voyez, sonnet pour Hélène. Eh bien, c'est ce dont on vous parle là, page 40. On vous dit que ce sont des commandes. Donc, c'est Catherine de Médicis qui lui commande une œuvre capable de consoler sa protégée Hélène de Surgères de la perte de son amant à la guerre. Donc voilà, en gros, Catherine de Médicis lui dit: «Bah, Ronsard, si tu veux te faire un petit peu d'argent en ce moment, tiens, je te commande ça pour une de mes amies». Voilà, donc le poète, n'est pas uniquement poète toujours par goût, hein, enfin, en tout cas, ses œuvres ne sont pas toujours des œuvres qu'il fait par goût. Parfois, ce sont carrément, des commandes. Voilà, donc Ronsard, un homme vraiment important, de son époque, donc parce que proche du pouvoir et puis donc un poète, écouté, et renommé. Alors, vous voyez, donc on est face à un sonnet. Pourquoi on peut dire qu'on est face à un sonnet? Parce qu'on a 2 quatrains qui suivent 2 tercets. Ensuite, donc sur les règles du sonnet, on va avoir les mêmes rimes dans les 2 quatrains, vous voyez? L en L, L en L. Donc c'est bien plus codifié que chez Baudelaire, ce qu'on a pu juste, caresser hier comme ça, vite fait. Ensuite, vous avez ici 2 nouvelles rimes en haut et à la fois donc, en fait le schéma des rimes sera embrassé avec un vers du premier tercet et les 3 autres, d'accord? Donc i, un ici, donc un schéma de rime embrassé sur les 4 derniers vers avec, 2 nouvelles rimes, la rime en i, la rime en un. Donc voilà, le sonnet est très codifié, pour cela donc il faut avoir, 2 rimes uniquement pour 8 vers. Par exemple, ça faisait partie des règles de l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on regarde un petit peu la qualité des rimes, chandelle, belle, là, ce sont des rimes suffisantes. On a 2 sons, elle, filant, émerveillant, un seul si on est très strict, hein, c'est en, donc rime pauvre. Par contre, sommeillant, réveillant, alors là, il y a est, yi, en, ça fait 3 rimes riches. Sans eau et repos, rime, pauvre. Accroupi et vie, rime pauvre et demain, dédain, rime pauvre. Voilà pour, vous rappeler un petit peu le schéma des rimes. Alors sonnet, on sait que c'est soit décasyllabe, soit alexandrin, donc on va compter, hein. Donc quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, 12, assis auprès du feu dévidant et filant, 12, etc. Et vous allez voir que, la césure, c'est-à-dire l'endroit où on coupe le vers en son milieu, donc pour les alexandrins, c'est à 6 pieds, elle arrive quasiment à chaque fois qu'il y a une virgule, hein. Ici, on a 6 pieds, ici on a 6 pieds, ici on a 6 pieds
et l'autre césure, elle est là. Ronsard me célébrait, voilà. Et donc si je après je vais vous lire le poème évidemment. Donc on va avoir un certain rythme, binaire qui va se dégager puisqu'on fait une pause à la moitié du vers à cause de la virgule qui est ici. Et là, même où il y a pas de virgule, ça va nous engager à faire une petite pause aussi. Vous allez voir, ça va créer un effet de balancement qui est assez doux et franchement, musical. Hem, eh bien, je vous lis le poème. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez servante aux yantelles nouvelles, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne saille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et, fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Alors le thème de la rose, il est, assez répandu chez Ronsard. On l'a aussi dans le très célèbre «Mignonne, allons voir si la rose» que je vous ai mis d'ailleurs, dans le recueil de poèmes variés, voilà, juste au-dessus, qui est ici avec, vous allez voir, allez, on peut lire aussi des points communs, hein. «Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose» ah pardon, attendez, je vous le mets en plus gros sinon vous n'allez rien voir. Hop, voilà, je recommence. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, las, las, ses beautés laissées choir. Ô vraiment marâtre nature, puis qu'une telle fleur, pardon, puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusque au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. J'ai vu une faute d'orthographe en même temps que j'ai lu, une coquille plutôt, ça m'a déconcentrée. Donc vous voyez, on retrouve à la fin le cueillez, cueillez, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté et au début, il parlait de la rose, hein. Il compare la femme mignonne à la rose qui, de même que la rose perd donc, ses pétales, sa beauté et cetera, la femme va, perdre sa beauté avec l'âge qui avance. Donc on est sur des thèmes, vous voyez, qui sont assez rebattus. Alors si ce n'est que, les odes sont dédiés à une femme. Alors il y a 3 grands recueils de Ronsard. Un qui est dédié à une jeune femme qui s'appelle Cassandre, qu'il a vraiment aimée, mais tout jeune. Donc l'histoire ne dit pas si, l'amour était réciproque. Ensuite, les odes, mignonnes allons voir, sont dédiées à Marie, une certaine Marie. Alors là, pour le coup, on pense que ça a été très réciproque. Hem, si c'est bien Marie Dupin, hein, bon, celle dont on pense. Et puis, Hélène ici, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des poèmes de commande. Il a, 45 ans quand il écrit ce poème et elle en a, je ne sais pas, 20. Donc, la différence d'âge fait que, à l'époque, c'était pas vraiment non plus, une barrière, mais en tout cas, voilà, là, c'était pas réciproque et c'était des poèmes de commande comme je le disais. Alors, on va étudier donc un poème, ça s'étudie vers à vers, parce que c'est très court, hein, contrairement à nos études de Victor Hugo. On ne fait pas de plan de texte dans un poème, surtout pas un sonnet, parce que c'est très court. Ce serait un poème beaucoup plus long si on ferait un plan. En général, les quatrains fonctionnent, de façon autonome. Alors c'est le cas ici, vous voyez qu'il y a une seule phrase qui fait le quatrain complet, hein, puisque le point est là. Idem ici, une seule phrase avec le point là. Par contre pour les tercets, eh bien la phrase fait les 2 tercets, pardon non, il y a une phrase qui fait, voilà, comme un tercet plus un petit bout et ici, ces 2 phrases vont ensemble, c'est la fameuse pointe qui est typique du sonnet, c'est-à-dire le dernier vers ou les 2 derniers vers qui sont censés donner une espèce de résumé, foudroyant, et même, pourquoi pas de morale carrément, de marche à suivre. Donc voilà pour la structure des phrases. Ensuite, on va détailler vers à vers. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle. Alors déjà ici, on voit avec nos 2 virgules qu'on a ce qu'on appelle un rythme ternaire, donc le vers est découpé en 3. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle. Et donc en ce qui concerne, ce vers, on va du coup insister sur, les 3 mots qui viennent terminer, chaque groupe.
quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve vieille, soir, chandelle. Alors c'est sur ces mots-là qu'il faut s'arrêter et on va voir en fait que ces 3 mots-là, nous donnent bien le sujet, principal de ce poème, c'est la future vieillesse. Donc on c'est même, ce rythme ternaire va mettre en emphase, ça veut dire en lumière, ce sujet de la vieillesse. Pourquoi? Parce qu'on a le terme vieille de façon parfaitement explicite au sens propre et quand vous serez bien vieille au soir alors oui, je ne fais même pas allusion à l'adverbe bien qui vient renforcer de façon honteuse le vieil. On reparlera du futur après. Et donc le soir et la chandelle viennent aussi renforcer cette idée de vieillesse, mais pas au sens propre, au sens figuré. Le soir de la vie, c'est une des, métaphores convenues pour dire la vieillesse et la chandelle, eh bien, ma foi, quand on y réfléchit bien, c'est ce petit feu, vacillant, hein. Vous voyez, c'est pas le grand feu de bois, dans la cheminée avec 50 bûches, hein. C'est juste la petite chandelle dont la flamme bouge. Cette flamme qui bouge, elle est justement typique, de la vie, qui bouge aussi, qui n'en est plus qu'à un fil. C'est tellement facile de souffler cette chandelle. En plus, la chandelle, on sait qu'on va la retrouver, dans les églises, aux enterrements, voilà. Bon, si ce n'est qu'à l'époque, on s'éclaire à la chandelle aussi, c'est pas forcément synonyme, de mort, mais en tout cas, on la retrouve dans toutes ces circonstances. Donc quand vous serez bien vieille, assise auprès du feu dévidant et filant. Alors, on a aussi une image ici, assez percutante, très pragmatique, avec des actions, qui sont données donc, avec des participes passés pour assises ou des participes présents pour dévidant et filant et toutes ces actions, elles renvoient à des images assez péjoratives, de la femme, si on enfin, du moins du point de vue du dynamisme. Elle est pas dynamique, hein, elle est assise et elle fait ce que font les vieilles, hein. Elle file et elle dévide même, donc on retrouvera ça, dévider, je ne sais pas si vous vous souvenez de La Belle au bois dormant, c'est Charles Perrault, c'est le siècle d'après. Voilà, on dévide le fil, on file parce que, bah, on n'a plus l'énergie de faire autre chose quand on est vieux. Dirait, donc ça va être, le second futur, hein, on va y revenir. Dirait, ici on a une petite, permission, hein, une petite licence poétique. Donc une licence, c'est une permission qu'on se donne. On enlève le «vous», hein, parce qu'on a besoin justement d'avoir nos 12 pieds, donc voilà, on enlève le «vous». Dirait chantant mes vers et vous émerveillant. Vous voyez qu'on a des participes présents encore qui reviennent, vraiment de façon, insistante, qui vont créer des assonances en «an», hein, d'ailleurs à propos. Donc dirait chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que on a des guillemets, qui arrivent. Ces guillemets, donc c'est quelqu'un qui parle. C'est pas forcément, rare dans un poème, mais ça a le mérite de changer un petit peu le rythme du poème avec donc cette voix qui apparaît et cette voix, c'est celle, d'Hélène, hein, vous direz. Pour autant, qui écrit ce poème, c'est Ronsard. Donc Ronsard fait dire à Hélène qu'elle, elle dit donc que lui, Ronsard, la célébrait du temps qu'elle était belle. Donc ce qui est très adroit de la part de Ronsard, c'est que il arrive à caser son propre nom, hein, à parler de lui à la troisième personne en mettant son nom dans la bouche d'une autre. Et alors on va regarder d'un petit peu plus près justement, ce qui est dit, sur lui et ce qui est dit sur elle. Donc on a, ces futurs catégoriques-là, vous serez, hein, quand vous serez, ce qui va arriver, c'est sûr, vous direz, voilà, ça c'est très péremptoire et donc qu'est-ce qu'elle va dire? Eh bien, elle ne dit que du bien, de lui. En revanche, lui, ce qu'il dit d'elle, c'est autre chose. Donc si on il y a une espèce d'opposition entre tous les termes mélioratifs qui le concernent lui et les termes péjoratifs qui concernent le vous, hein. Donc vous, eh ben, elle est bien vieille, hein, elle est au soir de sa vie, elle est à la chandelle, elle dévide, elle file, voilà, il n'y a que ça qu'elle fasse, elle est assise. Et par contre, quand il s'agit de lui, hein, mes vers, ah bah alors tout d'un coup, on les chante, hein, ces vers, même si c'est elle qui chante. Vous, donc qu'est-ce qu'elle fait à son propos à lui? Elle s'émerveille, hein, en pensant à lui. Et puis donc, il a cette citation, cette autocitation, Ronsard, je me mets moi-même dans le poème, avec donc le verbe célébrer qui est quand même assez fort, hein, puisque célébrer ça peut être aussi vu comme un acte de foi, du temps que j'étais belle et au cas où on n'aurait pas bien compris, on a cet imparfait qui arrive, qui est monstrueux puisque je vous rappelle que, Ronsard lui écrit ça au temps présent où elle est encore belle. Donc voilà, c'est quand même, assez, une entrée en matière, on va dire, assez, percutante.
La femme qui lit ça doit se dire: «Ouf, il n'y va pas par 4 chemins». Alors, on va continuer parce que on continue vraiment, j'adore ce poème, on continue dans, non pas la flatterie, mais l'inverse, hein, c'est-à-dire il enfonce le clou, «Tu vas être vieille et tu vas voir». Lors, c'est-à-dire alors, voilà encore une licence poétique pour, enlever un pied. Lors, vous n'aurez servante, vous voyez qu'on continue, avec les futurs. Vous n'aurez servante oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne saille réveillant, bénissons votre nom de louange immortelle. Alors c'est pas du tout, évident comme ça à comprendre ce quatrain. On a en fait, une phrase qui dit: «Lors vous n'aurez servante», on va passer, mettre ça, presque entre parenthèses, hop, momentanément. «Vous n'aurez pas de servante qui», alors pareil, le «au bruit de mon nom», on va le mettre entre parenthèses. Je traduis un peu en langage moderne, hein. «Vous n'aurez pas de servante qui ne se réveille pas». Alors à cause de quoi? Au bruit de mon nom. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'aurez aucune servante qui, au seul bruit de mon nom, ça veut dire à la seule évocation de mon nom, ne se réveille pas pour bénir le vôtre, hein, le vôtre Hélène, de louanges immortelles. Alors on va regarder ça, d'un peu plus près. Là, je vous ai juste, donné la structure grammaticale de la phrase. Donc cette strophe, elle est bâtie sur une double négation. Vous n'aurez ici, alors il manque le pas, hein, vous n'aurez de servante qui, au bruit de mon nom, ne saille réveillant. Donc une double négation, c'est plus percutant, qu'une affirmation, hein, c'est comme, en maths, moins par moins, ça fait plus, mais c'est du coup on le remarque, d'autant mieux. Donc voilà, cette double négation qui aboutit à quelque chose d'extrêmement positif, ça veut dire: «Personne ne pourrait dormir, ne pourrait continuer à dormir si mon nom est prononcé quelque part». C'est ça que ça veut dire. Donc on a, la modestie là qui est totalement absente de tout ça. Donc ça insiste bien entendu sur, l'égocentrisme de Ronsard, on peut dire ça comme ça, hein. Et donc on va voir, alors cette servante, qui est donc oyant, c'est le verbe ouïr, hein, c'est-à-dire entendre, elle va se réveiller alors que, on va mettre des oppositions pour montrer, à quel point, le phénomène est incroyable. Déjà sous le labeur à demi sommeillant, donc le labeur, c'est, le travail, donc elle était, en train de sommeiller de fatigue, hein, tellement elle avait travaillé, et malgré ça, elle va aller, se réveiller juste au bruit du nom de Ronsard. Le bruit de mon nom, c'est donc une périphrase, hein, pour dire, son nom à lui, Ronsard. Et donc le bruit de mon nom, là pour le coup, on va dire que ce mot bruit est un petit peu, presque choquant, il est pas très joli à l'oreille. Et c'est son nom à elle qui est flatté. Donc contrairement au premier quatrain, on va dire que ce qui était amélioratif le concernait lui et péjoratif le concernait elle. Là, le bruit de son nom, c'est peut-être quelque chose, en allusion à Ronsard, qui est un nom assez, rugueux. Pour le coup, son nom à elle est beaucoup plus doux, Hélène, et donc on va avoir un terme, bénissant ici qui reprend, du moins du point de vue du sens religieux, le mot célébrer, qui était avant. Donc dans le premier quatrain, c'était presque lui qui était, au rang de Dieu. Dans le deuxième quatrain, ils sont au rang de Dieu tous les 2, hein. C'est-à-dire que grâce à lui, elle va s'élever. Du moins, si elle fait ce qu'il lui conseille dans ce poème, bien entendu. Donc on peut bien entendu remarquer le parallélisme de mon nom et votre nom, ça c'est évident. On a encore une fois, donc ces participes présents à la rime sommeillant et réveillant, dont on voit bien qu'ils sont en opposition, hein. Elle sommeille et elle se réveille, et avec ce dernier vers: «Bénissant votre nom de louange immortelle», donc on voit là vraiment la déification, d'Hélène, puisque, le mot bénir, louange et immortel, tout ça sont, du langage, religieux, évidemment. Alors on a aussi des allusions à Hélène de Troie, peut-être, l'avez-vous lu si vous avez le biblio collège page 40. Souvent dans les poèmes à Hélène, Ronsard prend Hélène de Troie, Hélène de Sparte donc, la plus belle femme du monde, comme modèle pour son Hélène de Surgères, et donc cette femme Hélène de Troie, elle était presque, regardée comme une déesse, tellement elle était belle, donc voilà.
Alors, en ce qui concerne ensuite les 2 tercets, je ah bah tiens, il apparaît là, le pronom de la première personne, enfin, hein, puisque donc dans sa grande modestie, il s'était nommé lui-même à la troisième ici. Je serai sous la terre et fantôme sans eau. Ah, pour lui aussi, le futur apparaît donc avec son sens, hein, de fatalité, qui arrive, quoi qu'il arrive. Justement: «Je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos». Donc on va s'arrêter ici puisqu'on a les 2 points qui vont bien entendu établir une comparaison. Je serai et vous voyez vous serez, hein. Donc on a ici, 2 une comparaison qui est un petit peu, retardée, 2 vers, un paquet de 2 vers et un paquet de 2 vers. Je serai sous la terre et fantôme sans eau. On peut montrer, les euphémismes ici, hein. Je serai sous la terre, il ne dit pas je serai mort. Fantôme sans eau, bon, là c'est quand même relativement explicite, mais on est quand même sur une métaphore. Par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Alors il faut savoir pourquoi myrteux ici. On sait que la myrte, c'est l'arbre, symbolique d'Aphrodite. Or Hélène, alors Hélène, de Troie, toujours Hélène de Sparte, qui est le modèle de Hélène de Surgère, elle est liée à Aphrodite puisque c'est Aphrodite qui lui donne, Paris, enfin j'allais dire c'est plutôt Aphrodite donne Hélène à Paris, voilà. Et donc Aphrodite et Hélène sont liées l'une à l'autre. Donc par les ombres myrteux, il se met aussi, lui sous la protection, d'Aphrodite quelque part, qui est son arbre, donc la myrte étant son arbre symbolique. Je prendrai mon repos, donc on a toujours, ces futurs ici, donc prendre son repos, bien entendu, encore un euphémisme ici. Donc vous voyez que lui, quand il parle de sa mort, il se traite avec, relativement peu de cruauté, par des euphémismes, par rapport justement à la cruauté qu'il va, appliquer à Hélène. Donc les 2 points ici nous montrent vraiment, la jonction dans cette comparaison. Je serai, vous serez au foyer une vieille accroupie. Donc on a, une opposition sous la terre, lui il est mort, hein, au foyer, elle, elle est encore vivante, mais pour le coup, je ne sais pas si ça vaut le coup d'être vivant pour subir une telle cruauté. Vous serez au foyer une vieille accroupie, donc c'est quand même la deuxième fois qu'on nous sort le mot vieille, hein, je vous rappelle qu'il avait commencé ici. Accroupie, on est d'accord, je pense que ça marque une gradation par rapport aux assises, qu'on avait là. Heu, donc ouh là, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Donc c'est pire. Hop, voilà, assise, accroupie. On a franchi, vraiment, un cap, dans l'horreur et donc voilà, regrettant mon amour et votre fier dédain, donc on a encore ce verbe, au participe présent avec regrettant mon amour et votre fier dédain, du coup aussi la liaison, la conjonction de coordination «et» ici, va, mettre en balance son amour à lui d'un côté, son fier dédain de l'autre côté à elle. Donc aussi une antithèse ici qui est bien visible. Alors au sujet des participes présents, puisque là, c'est le dernier, vous voyez que quand il lui parle, soit il a des futurs, vous serez et cetera, donc elle a pas la main en quelque part elle subit, hein, c'est le futur qui lui destine. C'est vraiment l'oracle qui prédit son destin et je pense que vous savez que les participes présents, c'est donc un mode qui n'est pas, personnel. Ça veut dire qu'on ne le conjugue pas. Il n'y a pas «je tue» de nouveau «il». Donc la pauvre Hélène, elle est, quelque part muselée, pieds et poings liés. Soit on lui prédit son avenir, soit quand elle fait des actions, elle l'est presque, dans un espèce d'état passif, puisque, elle n'est pas le sujet de tous ces verbes, hein, ce ne sont que des participes présents quasiment. C'est quand même, incroyable. Voilà et là, quand pour une fois elle fait une action, c'est toujours un truc abominable au futur. Vous serez une vieille accroupie. Voilà, donc regrettant mon amour et votre fier dédain, on a ici, cette antithèse dont je parlais. Donc le point final ici, on va dire que, Ronsard a fini son petit plaidoyer abominable là. Il lui dit, «Ah bah, quand tu seras vieille, bah, ce sera plus le moment, voilà, ce sera trop tard, moi je serai mort et toi tu seras vieille, et puis voilà, tout le monde dira, "Oh là là, Ronsard t'aimait, tu de la chance", hein». Ça c'est ce Quatrain qui dit que tout le monde, au bruit de son nom, dira: «Ah oui, Ronsard, Ronsard, ah oui, il était amoureux de toi». Bon, voilà. Et donc, eh bien, puisqu'elle est encore, jeune aujourd'hui, il s'agit de changer d'attitude avant que ce ne soit trop tard. Alors, on peut noter quand même d'ailleurs sur le mot fier que oui, Hélène de Surgères ne partageait pas l'amour, de Ronsard, mais enfin là, celui qui est fier dans le poème, hein, c'est franchement, c'est pas elle. Alors on passe donc aux 2 derniers tercets qui sont vraiment, l'envoi, le précepte, de ce que dit Ronsard, hein.
Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Alors, du point de vue des verbes, eh ben, on n'est pas mieux qu'au départ, hein. Vivez, n'attendez, donc n'attendez pas, hein, cueillez. Alors, ce sont des présents, mais ce sont des présents du mode impératif, hein. Donc après les verbes au futur, après les verbes non conjugués où, bah, voilà, en gros c'est pas elle qui fait l'action, enfin si c'est elle qui fait l'action, mais ça n'est pas, elle n'est pas présentée comme étant active. Et bien maintenant on a des verbes en impératif. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça ma petite. Donc c'est encore une fois assez insistant. Vivez si m'en croyez, donc là on voit aussi des formules assez ramassées, on a supprimé, si vous me croyez, si vous m'en croyez. Là, c'est une formule d'insistance, vous voyez, entre 2 virgules, c'est-à-dire en apposition, pour vraiment, enfoncer le clou, hein, si je puis dire. Et quand on regarde ces, 2 vers, on doit normalement, avoir, une petite voix qui nous dit: «Tiens, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part. N'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie». Alors oui, évidemment, donc on avait dans Mignonne, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. On est sur le même thème avec cueillez. Alors il faut que, là-dessus, on s'arrête un petit peu pour faire de la culture générale. On a donc un célèbre, philosophe grec qui prônait, c'est-à-dire qui défendait, une certaine philosophie, qu'on appelle l'épicurisme. Donc, ce philosophe, il s'appelle Épicure, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous savez peut-être, un petit peu qui c'est. Et donc ce grec Épicure a inspiré aussi un certain poète latin qui s'appelle Horace, qui pour le coup, lui, est du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et Horace, en quelque sorte, a, remis au goût du jour ou traduit, les idées d'Épicure. Donc, chez les Grecs, au 4e siècle, Épicure, je retourne chez les Grecs, on se dit que pour se préparer à la mort, qui est quand même l'aboutissement de la vie, on peut avoir 2 philosophies. Soit, on se dit qu'on ne s'attache à rien de ce qui est terrestre et on vit, détaché de tous les plaisirs. Ça, c'est la thèse, stoïque, donc des stoïciens, ça s'appelle. Ou alors, on suit le grec Épicure qui dit qu'on ne s'attache à rien non plus, mais par contre on profite de tout. Donc on mange, on boit, on change d'amant, quand on a envie, voilà. Donc on a une vie, qui va apparaître dissolue, et surtout, qui cherche à profiter vraiment de l'instant présent. Et donc cette doctrine d'Épicure, quand elle passe, par le poète latin Horace, avec un H, eh bien elle se transforme en carpe diem, que j'ai écrit un petit peu plus tard ici, puisque là, il y a tout le cours. Voilà, donc carpe diem qui est ici. Et carpe diem, mot à mot en latin, ça veut dire cueille le jour, hein. Carpe, c'est la main, comme, peut-être ceux qui connaissent un petit peu, on appelle, les canaux, carpiens, ce qu'il y a dans notre main, qui contient les nerfs. Et donc, diem, dies diei, c'est le jour. Donc cueille le jour. Et donc vous voyez que ici, on a cueille les roses de la vie. Et à propos de jour, il est là le mot jour, hein. On a l'adverbe demain ici, l'adverbe aujourd'hui, qui sont d'ailleurs en opposition, hein. N'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui. Donc ces futurs ici, pardon, ces impératifs sont en plus appuyés par ces 2 adverbes qui rendent pressante, cette sentence, hein. N'attendez pas demain, cueillez dès aujourd'hui. Et puis donc cueillez et le mot jour, on est vraiment dans l'allusion au carpe diem d'Horace, allusion qui était bien connue au siècle de Ronsard, le XVIe siècle évidemment. Mais donc, cueille, carpe diem qui était déjà une métaphore, ici la métaphore elle est un petit peu, revisitée on va dire avec les roses et même les roses de la vie, qui vont, symboliser les instants les plus beaux, de la vie d'Hélène, celle où elle est encore, séduisante, et heu peut-être, donc prête à une relation, amoureuse. Alors ce que dit Ronsard en définitive, on sait que c'est un poème de commande, donc je l'ai assez dit. Il l'engage à ne pas trop pleurer son amant et à se consoler peut-être dans les bras d'un autre, pas forcément de lui, Ronsard. Mais en gros, le message c'est, «Profite de ta jeunesse, et ne reste pas fidèle à cet amant défunt». Voilà. Donc vous avez un exemple de poésie lyrique. Alors je n'ai pas prononcé ce mot de toute l'analyse du poème, donc en conclusion, alors qu'est-ce qui est lyrique dans cette poésie? Déjà, le format du sonnet.
qui est vraiment un format, particulièrement, musical. J'aurais pu vous montrer, toutes les césures, on en voit encore là: «Je serai sous la terre», «Par les ombres myrteux», «Vous serez au foyer». Vraiment le rythme est, très important. Tous les participes présents créent des assonances et des rimes en un petit peu partout. Voilà, donc on a un gros travail sur le rythme et la musique, qui rend ce poème lyrique déjà. Ensuite, le thème du poème, le temps qui passe, la vieillesse et l'amour mêlés, tout cela ensemble, ce sont donc des thèmes très personnels puisque ça concerne Ronsard et Hélène, et en même temps très personnels, mais qui peuvent être, ressentis par tout le monde. Puisque la poésie lyrique, c'est vraiment ça, c'est cette combinaison de quelque chose d'intime, personnel et néanmoins universel, c'est-à-dire dans lequel tout le monde, peut se reconnaître. Donc voilà, là, j'espère que cette analyse technique ne vous a pas, enlevé, le goût de la beauté de ce poème, et aussi vous voyez quand même, j'espère que ça vous aura amusé, maintenant relisez-le, maintenant que vous savez tout ça, l'audace, de Ronsard d'aller écrire ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez percutant, on va dire qu'il s'embarrasse pas, et pourtant c'est tellement joliment écrit. Donc voilà, la magie opère, on peut avoir des propos, assez crus dans une forme tellement belle. Bon, après tout ça, je vous souhaite de très bonnes vacances, et je vous mettrai par mail donc des petites idées d'occupation, pour ceux qui seraient désœuvrés, mais rien d'obligatoire, surtout reposez-vous, et donc eh bien, avant toute chose, lisez un petit peu de poésie comme ci, comme ça, si ça vous tente. Bonnes vacances tout le monde!